Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'association Objectif Emploi des travailleurs handicapés. Un webinaire dont je vais vous présenter les intervenants dans 2 petites minutes. Simplement pour rappel, ça s'affiche sur la boîte de discussion où nous avons Maude, qui est vélotypiste et qui vous permet de suivre la transcription de ce webinaire avec le lien qui est précisé dans le fil de la discussion. Nous avons également avec nous Olivia, la responsable de la communication de l'association OETH et qui sera toute particulièrement vigilante à vos questions qui s'affichent également dans la discussion. Bonjour, bonjour, je ne réponds pas à tous les bonjours qui s'affichent, mais en tout cas, nous avons la vision sur cette boîte de discussion et Olivia sera attentive à ce que les questions ou les interventions que vous posez soient bien relayées. Alors, vous le savez, l'association OETH est l'association qui est porteuse de l'accord handicap du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif. Ce secteur, il compte 750 000 salariés à peu près, dont à peu près 500 000 professionnels de l'intervention sociale et du soin, c'est-à-dire des professionnels qui travaillent et prennent soin d'un public au quotidien. Alors, autour de ça, évidemment, on se pose plein de questions. Est-ce que prendre soin de sa santé au travail, quand on prend soin de personnes qui sont fragiles, est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que ces deux attentions, l'attention aux personnes qu'on accompagne et l'attention à sa propre santé, sont des attentions antagoniques ou est-ce qu'au contraire, elles se complètent? Est-ce que aménager un poste de travail en cas de restriction d'aptitude, c'est prendre un risque de dégrader la qualité du soin? Ou est-ce que c'est prendre le risque de dégrader la santé des autres salariés du service qui sont obligés de compenser? Évidemment, nous, à OETH, et je suppose vous, dans vos services, on entend énormément ces questions qui tournent en boucle dans toutes les associations et les fondations du secteur. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il était temps de les aborder, de les partager ensemble, et en particulier à 8 jours du démarrage de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on va discuter de ces questions avec mes deux invités que je remercie d'avoir accepté de participer. Par ordre d'arrivée, Florence Conangle, que je vais laisser se présenter dans 1 minute, mais qui est directrice de l'association 3IE. Vous nous direz ce qui se cache derrière cet acronyme. Et vous êtes en Nouvelle-Aquitaine. Et Jean-Philippe Sabaté, qui est responsable du département prévention du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Alors, en effet, on va aborder ce lien entre qualité des soins et qualité de vie au travail, ou en tout cas les questions de santé au travail et de maintien en emploi, puisqu'on est bien au cœur des problématiques de maintien en emploi. On va commencer avec vous, Florence Conangle. Donc, peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter votre association et votre fonction au sein de cette association? Oui, merci. Bah, écoutez, directrice de 3IE, qui est une association qui est implantée de manière choisie dans les locaux d'un EHPAD de 400 lits en plein cœur de Bordeaux. Et en fait, cette association est née pour, alors avec humilité, mais initier, innover dans le but de répondre à un certain nombre de problématiques d'emploi dans le secteur médico-social. Du coup, on a deux thématiques dans le développement de nos projets. On en a une relative à tout ce qui est attractivité des métiers, donner envie de venir travailler au sein de nos types de structures. Et la deuxième thématique, c'est de fidéliser et de maintenir en emploi les gens qui y sont. Parce que c'est bien beau d'attirer, mais c'est aussi de pouvoir conserver. Donc, du coup, dans ces deux typologies de projets, en fait, on a comme pilier essentiel les conditions de travail, l'autonomie au travail et le sens au travail. C'est un peu nos vecteurs mots-clés, si je puis dire, pour être dans ces innovations. Alors, merci Florence, vaste sujet. Vos activités sont évidemment au cœur des sujets qu'on traite nous aussi à OTH. Si je vous ai invité ce matin, c'est parce que vous êtes notamment impliqué sur un programme un projet qui s'appelle ERAPRO, qui est soutenu par OETH. Peut-être avant de rentrer dans les détails de la démarche opérationnelle, peut-être vous pouvez nous en rappeler les fondements et en particulier cette sorte de, je dirais pas de pied de nez, mais en tout cas ce point de départ par rapport à la logique de la loi de 2002. Qu'est-ce qu'il y a au fondement des RAPRO?
Là, effectivement, pour rebondir sur la logique de la loi 2002, qui est une évidence, effectivement, aujourd'hui dans le secteur, c'est de positionner l'usager au centre des dispositifs. Alors, c'est évidemment essentiel, sauf qu'en fait, le constat aujourd'hui peut être des résultats qu'on peut avoir en termes de sinistralité, d'absentéisme, etc., c'est qu'on a peut-être tellement focalisé sur l'usager qu'on a oublié qu'il y avait des acteurs autour à considérer aussi. Donc finalement, c'est un peu de là qu'est parti le projet ERAPRO, c'est de réussir à faire un pont entre l'aspect clinique et personnalisation de l'accompagnement des personnes accompagnées, mais aussi des conditions de travail des équipes. Et il y a un réel pont entre les deux. En fait, c'est les deux qu'il faut mettre au cœur, c'est ça que vous dites. C'est à la fois Exactement. l'usager et la personne. En fait, c'est la relation que vous mettez au cœur, c'est ça? C'est ça. On est vraiment effectivement dans la prestation d'accompagnement de qualité, c'est une relation où il y a les deux acteurs à considérer. C'est un petit peu la philosophie la porte d'entrée des rappros. Alors la philosophie, ok, on voit bien. Maintenant concrètement, on a à la fois il faut aller vite. Je sais que c'est un projet avec plein de dimensions, mais comment résumer ERAPRO? C'est quoi la démarche d'ERAPRO? Alors, ERAPRO permet d'évaluer, de prévenir et de limiter les risques TMS et RPS des professionnels euh, liés en fait à l'accompagnement des personnes. Ça veut dire qu'en fait, on part de la considération de la personne, qui est donc encore une fois la porte d'entrée de la loi 2002, mais La en personne considérant accompagnée, aussi, donc la personne âgée exactement, quand on a un EHPAD. Ok. e- exactement, mais en considérant aussi son entourage comme potentiellement un facteur aidant ou perturbant pour les équipes, et en considérant en fait ses capacités qui justifient qu'il y a une aide requise pour compenser, maintenir ou développer l'autonomie de la personne. Donc en fait, s'il y a effectivement, je vous donne un exemple concret, si une personne a besoin d'aide pour marcher, la question c'est de se poser en équipe, est-ce que l'équipe a des risques TMS ou RPS pour accompagner cette personne à marcher? En fait, c'est on identifie finalement tous les temps d'accompagnement pour repérer avec l'équipe si effectivement il y a des risques donc TMS, troubles musculo-squelettiques, ou RPS, risques psychosociaux. Ça permet de pouvoir évidemment être dans cette logique de repérage, être dans cette logique d'évaluation, vu qu'on a construit un guide d'évaluation qui permet en fait de coter les différents types de risques. Donc avec le soutien, on a travaillé avec les équipes d'un EHPAD, avec la CARSAT, des services de prévention en santé au travail, donc pour en fait objectiver cette cotation et pour en fait tirer des projections de mesures de prévention avec les équipes pour justement être dans les limitations des risques. Alors, bien comprendre, je vais jouer un peu les naïfs en vous questionnant. Si je comprends bien, il y a d'un côté des grilles qui existent et qui permettent d'évaluer l'autonomie ou la perte d'autonomie des personnes accompagnées. Oui. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a les documents d'évaluation des risques professionnels. En fait, si je comprends bien, ERAPRO essaye de relier les deux. Est-ce que c'est ça? Oui, d'une certaine manière. Alors, pour faire écho, effectivement, vous parlez les structures sont outillées déjà du document unique d'évaluation des risques. C'est un peu le parallèle que je ferai avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Le document unique, c'est un peu le projet d'établissement. On est sur une vision globale, généraliste, finalement, des risques dans l'établissement. Ben, si on continue le parallèle, vous avez le projet personnalisé qui est le projet d'accompagnement personnalisé du résident. ERAPRO permet de cibler au niveau du résident les risques encourus de manière beaucoup plus proche et individualisée par rapport à la problématique du résident accompagné. Ça serait une sorte de document d'évaluation des risques professionnels liés à la personne accompagnée. Ça va faire un nouvel acronyme, c'est génial. Exactement. Hmm. Mais alors, concrètement, très opérationnel, qu'est-ce que ça apporte? C'est-à-dire, on passe par quelles étapes et qu'est-ce que ça apporte? Alors, la première étape, donc, c'est, je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui est né au fur et à mesure de l'expérimentation qu'on a menée au sein de l'EHPAD qui a testé un petit peu la démarche. Qui n'était pas prévu au départ, mais c'est de se questionner sur la place de l'aidant. Quand on parle d'un résident, d'une personne accompagnée, est-ce qu'il y a un aidant ou pas? Parce que finalement, on s'est rendu compte au regard des retours des équipes que finalement, les aidants peuvent générer une exigence émotionnelle auprès des équipes et être facteur finalement de risques psychosociaux. Quand vous avez un aidant qui vérifie le temps de réponse aux sonnettes,
qui vérifie si la protection a été changée en temps et en heure. C'est une pression en fait complémentaire pour les équipes et qui est source de stress pour elles. Donc ça, c'est un premier facteur lié finalement à la personne accompagnée. Après, l'autre facteur, c'est de se dire, voilà, je vous donne un exemple concret. Vous avez une personne qui est accompagnée pendant un temps de toilette par une aide-soignante. Cette personne a une toilette au lit avec une surcharge pondérale. Forcément, le professionnel va avoir à mobiliser cette personne avec des risques TMS qui risquent d'être majorés. Dans une autre situation du même temps d'accompagnement d'aide à la toilette, sur la chambre d'à côté, vous avez un accompagnement d'une personne alors qui fait que 45 ou 50 kilos, qui se mobilise correctement, mais par contre qui a des troubles cognitifs majeurs et qui va être dans le refus de la toilette. Ça veut dire qu'il va y avoir en fait une pression pour le professionnel aide-soignant qui va être génératrice de RPS potentiel. Donc en fait, on identifie les besoins d'accompagnement pour identifier en fonction de chaque résident, chaque personne accompagnée, les activités à risque pour que les professionnels en équipe soient dans une démarche d'intelligence collective à se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour être dans une mesure d'amélioration? Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Une fois qu'on a identifié le risque, OK, Madame Untel, elle a une surcharge pondérale et donc il va y avoir un engagement peut-être plus important, quoique Jean-Philippe va peut-être nous expliquer tout à l'heure qu'on peut faire autrement, mais on y reviendra. Que sa voisine, elle est agressive. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, la question dans les établissements, c'est souvent quelle solution? Une fois qu'on sait ça et qu'on l'a formulé et qu'on l'a repéré, vous allez dire c'est déjà une première phase et c'est très important. Qu'est-ce qui est possible de faire dans une organisation lambda pour prendre en compte ces situations? Alors déjà, c'est l'appui et le soutien d'une direction et de ressources humaines qu'on a en interne, parce qu'effectivement, source de propositions de solutions, il peut y avoir ergothérapeutes, psychologues, etc. au sein de la structure qui peuvent alimenter finalement l'équipe. Mais l'équipe, quand elle identifie un problème, est parfois elle-même source de propositions de solutions. Le tout, c'est de se poser pour en parler, l'évoquer. Et les mesures de prévention qu'on peut envisager, ben, c'est de la formation, c'est de la réorganisation, c'est de l'adaptation de matériel, etc., qui font partie finalement d'une liste qui est prévue dans le logiciel ERAPRO, mais qui est absolument, enfin, qui peut être complètement enrichie par la créativité des équipes par rapport aux situations qui se présentent à elles. Donc, si je résume, ERAPRO, c'est d'abord de se concentrer sur les personnes qui sont accompagnées, de se poser la question pour chacune, pour chaque situation de soins, de se dire finalement quels vont être les risques particuliers pour les professionnels. Et ensuite, on ouvre un temps d'intelligence collective, de réflexion, et on essaye de repérer la meilleure façon de les prévenir. C'est ça, Exactement. C'est le avec processus. une solution qui va faciliter cette réflexion en proposant des outils. Exactement. Et pour boucler la boucle, l'intérêt, c'est d'avoir un laps de temps qui soit prédéfini en équipe pour en fait réévaluer a posteriori si les risques TMS et RPS sont limités suite à la prise en considération de la mesure. Est-ce que la mesure est adaptée? Alors, vous savez ce que dirait l'avocat du diable. Il dirait oui, mais où est-ce qu'on trouve le temps? C'est-à-dire que votre truc, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que si on doit, déjà que c'est long de faire le DURP, s'il faut qu'on fasse un DURP pour chaque résident et ensuite en discuter en équipe, comment dans les EHPAD qui marchent à flux tendu, comment c'est possible? Donc ça, c'est l'avocat du diable qui me l'a dit dans mon oreillette, mais Vous le qu'est-ce qu'on... remercierez pour moi. Ben, effectivement, qu'on est dans un secteur où on court après le temps. Après, on est dans un secteur aussi où il y a un gage de qualité à faire valoir qui induit aussi un certain nombre d'outillages, je pense notamment aux projets personnalisés, où il y a des temps déjà normalement qui sont prévus pour la concertation de l'équipe autour du projet. En fait, ce qu'il faut juste concevoir, c'est que le projet personnalisé se questionne en considérant l'équipe. Donc, ça veut dire que si effectivement il y a une problématique avec une adaptation de matériel pour le confort de la personne et pour le confort de l'équipe, en fait, c'est dans ce même temps que finalement on peut questionner les deux facettes. Très bien. Alors, vous savez qu'au TH, nous, on intervient plutôt sur les situations de maintien plutôt que sur les situations de prévention. On intervient pour des salariés qui sont reconnus travailleurs handicapés. Est-ce que Mhm. c'est aussi un outil de maintien au poste pour des professionnels qui auraient des restrictions d'aptitude, par exemple? Alors oui, effectivement, que si effectivement sur une unité de vie, vous avez une évaluation qui identifie que vous avez 70% des personnes où il y a un besoin de mobilisation,
et où souvent dans notre secteur, c'est des problématiques de dos notamment qui existent en termes de restrictions ou de port de charge. Donc effectivement que ce salarié-là, peut-être au niveau de la prise en charge de ces 70%, sera en difficulté. L'intérêt justement, c'est qu'il puisse y avoir une réorganisation qui permette finalement de cibler le potentiel du professionnel en lien avec les besoins des résidents ou des personnes accompagnées pour qu'il n'y ait pas une difficulté avérée en le positionnant sur des personnes pour lesquelles il y a un risque. Donc, on peut intégrer dans le projet RAPRO cette dimension maintien, y compris en prenant en compte le fait que tous les professionnels n'ont pas forcément les mêmes difficultés ou peuvent avoir en effet des restrictions d'aptitude. C'est tout à fait possible d'intégrer ça dans RAPRO. Compatible. C'est complètement compatible. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions à les partager. Alors, il n'est pas possible de vous donner la parole. Je parle aux participants de ce webinaire en direct, mais vous pouvez bien sûr partager vos réflexions et vos questions dans la boîte de discussion et on essaiera d'en être le relais au maximum. Alors, Jean-Philippe Sabaté, donc vous êtes responsable du département prévention du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'expérience des RAPRO? Vous êtes plutôt dans un milieu hospitalier, pas dans les EHPAD, donc le sanitaire, le médico-social, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous entendez d'intéressant dans la démarche que nous a expliqué Florence Conangle? Alors, bonjour à tous. Ce que j'entends en même temps, c'est une porte d'entrée qui est commune, à savoir, et ça on va le partager ensemble, de rentrer par le résident ou par le patient, parce que c'est vrai que même si on est sur le groupe hospitalier plutôt sur du sanitaire, mais toute la démarche qui est mise en œuvre s'applique sur l'ensemble du secteur de la santé, hein, les domiciles compris. Et donc, c'est bien partir, oui, de l'évaluation qui pourrait être faite des capacités du résident. On verra peut-être juste après ce qu'on y met derrière ce terme de capacité du résident. Et puis, dans un second temps aussi, notre porte d'entrée qui est partagée, c'est de se dire que voilà, on a une denrée qui est rare, hein, le personnel soignant, au sens très large, et j'inclus les rééducateurs dedans, dans la définition des soignants, et avec cette difficulté que l'on a, que ce soit en Île-de-France ou dans les régions, on l'entend bien, de pénurie, d'attractivité et de fidélisation, hein, des mots qui ont été repris déjà par Florence, et avec ce même objectif de se dire voilà, comment maintenir dans l'emploi ces personnes, ces ressources que l'on a, et comment essayer de les protéger. Donc, je veux dire, ça, c'est nos portes d'entrée, sans aucun doute, voilà, qui sont communes, que je retiens de la démarche précédente et que l'on partage complètement. Est-ce qu'il y a des points qui vous interrogent davantage? Alors après, on reviendra sur la particularité de votre approche juste après, mais est-ce qu'en tout cas, en entendant la façon dont Florence résume l'approche ERAPRO, il y a des points qui peuvent éventuellement vous questionner? Alors, celui peut-être qui me questionnerait le plus, et vous l'avez très bien dit préalablement, c'est toute cette thématique qui tourne autour de l'évaluation sans en faire une usine à gaz. Et on voit que, évidemment, que sur les documents de référence donnés par Florence, alors le DU, on peut l'entendre, hein, alors, par expérience, pour suivre beaucoup d'établissements, on va dire qu'en gros, 90% d'établissements de santé en France n'en ont toujours pas, où ça se résume à quelques lignes sans aucune exploitation, entre guillemets, possible. Le document C'est un unique constat. d'évaluation des risques professionnels, vous évoquez. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Et puis en même temps, après, des grilles plutôt socio-économiques, comme les grilles GIR, qui peuvent être faites aussi voilà, dans une visée économique, et c'est de se dire que coupler ces différents outils, alors qu'on a un sens en soi, mais on l'entend très bien tel que ça peut être proposé par Florence, voilà, quand c'est animé et que c'est mis en œuvre, c'est forcément peut-être aussi en même temps une façon de se dire, mais est-ce que ça ne va pas être une contrainte, et dans cette notion du temps qu'on remonte, où les soignants n'ont pas le temps, mais l'encadrement n'a pas le temps, une direction n'a pas le temps, ça a été de se dire aussi peut-être que dans la démarche, est-ce que je peux arriver sur quelque chose de plus direct et qui répondrait en même temps à cette demande d'évaluation. Et puis, l'autre levier sur lequel peut-être je m'interroge aussi, ça serait cette fois-ci sur cette adéquation avec le personnel et sur le fait qu'ils puissent répondre à la prise en charge des résidents. Et c'est vrai que l'objectif que l'on a est plutôt évidemment de faire en sorte que tous les soignants, quelle que soit leur capacité, quelles que soient même leurs restrictions ou leur handicap, puissent aller faire au plus près du résident ou du patient une prise en charge et une mobilisation. Ce qui, a priori, vu comme ça aujourd'hui, on se dit on en est assez loin. On est quand même plutôt sur des pratiques de port de charge
et d'évaluation plutôt de capacité physique à pouvoir faire. Et donc là, la démarche voilà, qui serait allée encore peut-être avec un petit peu plus d'exigence, hein, telle que montrée peut-être par Florence avec ce même objectif pour partager cette fois-ci, c'est de dire voilà, comment arriver en tout cas à l'offrir au maximum de nos personnels qui sont présents. Je me Oui, permets Florence, de oui, une rebondir. réaction, oui, bien sûr. Bah oui, Jean-Philippe, tout à fait d'accord sur la logique en fait de considérer en mesure de prévention qu'on peut donner peut-être des méthodes et des moyens différents, même à des personnes qui ont des restrictions pour pouvoir faire autrement. Et que j'étais un peu caricaturale sur l'affectation à une autre unité ou auprès d'autres résidents, mais que dans les mesures de prévention, il peut y avoir évidemment aussi, et de manière beaucoup plus pédagogique et pour être dans le vrai cœur de métier de l'accompagnement de proximité, qui passe par la mobilisation des technicités ou des formations complémentaires, totalement. Oui, on peut penser que les deux, d'ailleurs, sont complémentaires, de dire une Clairement. restriction d'aptitude, soit en effet, on se débrouille pour mobiliser les personnes autrement et on va y revenir, soit en effet, on va peut-être faire évoluer un peu son poste pour se retrouver moins dans les situations qui nous mettent dans le rouge. À la limite, les deux ne sont pas incompatibles. Mais sur l'approche, j'allais dire, philosophique qui sous-tend quand Florence dit bah, la loi de 2002 a mis l'usager au cœur du dispositif. Alors, dans le champ de la santé, c'est 2002 aussi, mais c'est pas tout à fait la même loi de 2002. Mais Jean-Philippe, est-ce que vous vous retrouvez pour dire très bien, mais au fond, c'est quand même plutôt la relation de soins qu'il faudrait mettre au cœur du dispositif plus que simplement l'usager ou le patient? Alors, on va devoir refaire un tout petit peu d'historique quand même et de constat sur le départ. On voit que dans notre secteur d'activité, évidemment qu'on partage tous, on a un taux d'accident du travail qui est très élevé, des maladies professionnelles qui sont très élevées, des restrictions importantes, du handicap, principalement dû à quoi? À du port de charge. Port de charge, évidemment, de charge en lui-même, et puis évidemment de patients ou de résidents. Et puis en même temps, un autre constat que l'on va faire, c'est aussi de se dire qu'on n'a jamais eu autant d'équipements, d'aides techniques, d'outils d'aide dans les établissements. Et pour autant, un constat plutôt fait par les directions, cette fois-ci, d'une sous-utilisation, entre guillemets, voilà, comme si les soignants, entre guillemets, préféraient porter. Alors, c'est vrai que ce qui est enseigné, malheureusement encore, dans nos formations initiales, voire même encore en formation continue, sont plutôt des approches type de techniques liées à du portage. Et c'était de se dire en même temps, bah, même cause, mêmes effets, est-ce qu'en même temps, on ne pourrait pas être sur une autre approche? Et c'est celle-ci qu'on a développée donc, depuis maintenant 20 ans, en différents partenariats, donc historiquement avec la CRAMIF, pour, quand même, pour les citer, nos partenaires, qui était une reprise et pour lequel donc, le groupe hospitalier faisait des formations donc, de référents prévention TMS dans le cadre des dispositifs INRS. Et puis en même temps, un acteur est arrivé à la fin des années 2010 qui s'appelait OETH. Et OETH est venu toquer à notre porte en disant Tadam. ouais, voilà, ouais, Carole Testard, donc on va la citer, cette personne qui est directrice adjointe à l'époque, Olivier Legendre étant le directeur de l'époque. Et Carole Testard est venue toquer à notre porte en disant c'est bien votre démarche, on sent qu'il y a des choses intéressantes. Alors vous partez du résident, ça nous va bien, et vous nous dites en même temps que la démarche n'expose pas à du port de charge, ça nous va bien aussi, mais dans la pratique, c'est pas ce qu'on retrouve. Et est-ce qu'en même temps, on pourrait être encore plus exigeant? Et c'est de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de construire une démarche, et on va la définir après, qui n'exposerait pas du tout, en fin de compte, l'ensemble des soignants à du port de charge? Et là, ça pourrait être intéressant parce que aussi bien qu'on ferait de la prévention, mais on ferait aussi du curatif, c'est de se dire que le soignant, dans sa diversité et au regard de ses capacités, doit pouvoir, sans discrimination, en fin de compte, réaliser ce déplacement ou cette manutention. Alors, je vous arrête parce que ça fait complètement écho à ce que nous dit un intervenant du CAP Emploi 34 qui dit comment faire pour ne pas déplacer la charge de travail sur le reste de l'équipe lorsque nous sommes appelés à une intervention individuelle de maintien dans l'emploi. Donc, en fait, la réponse, c'est exactement ce que vous êtes en train d'expliquer. C'est-à-dire, c'est comment, et c'est comme ça que OETH vous a interpellé à l'époque, c'est donc comment faire d'une pierre deux coups finalement travailler le maintien au poste d'une personne qui a une restriction d'aptitude et qui ne peut plus porter, et que son collectif de travail ne soit pas obligé d'en faire plus pour compenser. C'est exactement ça.
Alors, c'est exactement ça, et on l'avait avec le service de santé au travail, on a un service autonome, hein, du fait de l'établissement, mais avec en même temps ces fameuses restrictions au port de charge, hein, 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, en fonction des médecins. La, la, la réponse a été, en fin de compte, c'est de ne pas du tout en avoir, entre guillemets, et la restriction n'existe plus, hein, en soi pour nous, parce qu'il n'y a plus de restrictions exprimées par le service de santé au travail, du fait en même temps que toute la démarche qui se construit, alors qui est bien en même temps, et ça va être le deuxième axe, qui est bien une démarche de soins, et j'insiste sur le fait de rentrer par le soin. Et c'est là où on va se retrouver sans doute. Alors pourquoi vous insistez? Voilà. Alors Pourquoi pourquoi vous j'insiste insistez sur autant? le soin? Pourquoi? Parce qu'on voit que toutes les démarches qui sont centrées par de la prévention sur les TMS, et c'est souvent la porte d'entrée pour les soignants, en leur disant on va prendre soin de vous, on va préserver votre santé. Alors c'est tout à fait louable, on a envie de dire, on a tous envie de l'entendre, et c'est tout ce qu'on a mis en œuvre depuis des années et des années. Ça donne quoi comme écho chez les soignants? C'est que généralement, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, et que dans ma pratique soignante, et bon, en fin de compte, ou de rééducateur même, je ne vais pas changer grand-chose et je vais continuer à devoir être exposé à Pourquoi? des charges. Alors, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est bien un soignant. Et un soignant, par définition, c'est un peu ancré en lui, c'est un peu logique. Quoi. Je veux dire, si je souffre un petit peu, hein, et là, c'est pas faire une caricature de la profession, mais c'est vrai que si je souffre un peu, ça fait partie du job. Une aide-soignante qui n'aurait pas mal au dos, on pourrait se dire presque, enfin non, c'est vraiment une bonne aide-soignante. C'est assez logique qu'elle ait mal au dos. Donc, on va partir d'un autre postulat. C'est une culture c'est une culture de la souffrance ou c'est une culture plutôt de l'oubli de soi en disant ben, moi finalement c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'endure la personne ou les deux ou... Je dirais que c'est plutôt une problématique de pratique professionnelle. C'est que pour le moment, aux soignants, on ne leur laisse pas tellement le choix. En fin de compte, la prise en charge d'un résident, ça se fait par deux possibilités, soit des approches de techniques de portage, et c'est ce qu'on va m'enseigner, soit de l'utilisation de l'outil, qui ne me plaît pas plus. Réduire un résident ou un patient à devoir le mettre dans un lève-malade sans trop bien comprendre pourquoi je le mets dans un lève-malade, on voit bien, mais on lui dit c'est bien pour toi, comme ça tu as pu à le porter, mais le soignant, là-dessus, il ne le voit pas forcément comme un bien pour le résident ou pour le patient. Il n'en voit pas trop le bénéfice. Il ne comprend pas trop pourquoi, à quel moment, je devrais prendre plutôt cet outil ou plutôt utiliser un autre outil. Donc, on voit que les techniques qui sont de portage ou l'utilisation de l'outil, dans les deux sens, entre guillemets, on voit que ça pêche un peu. Alors, c'est là où on s'est dit, dans l'approche, est-ce qu'en fin de compte, il ne faut pas repartir d'un autre élément clé qui s'appelle le soin? Tout bêtement, qui est le simple, qui est simplement mobiliser, okay, il fait partie des soins infirmiers, hein, mobiliser un patient ou un résident, et bien on va repartir. Mais on voyait bien que la difficulté qu'il y avait, c'était une connaissance qu'on n'avait pas forcément, qui correspondait en fin de compte au déplacement à réaliser, la manutention à réaliser, et comment en fin de compte va se construire ce déplacement. Et c'est là où on remercie en fin de compte EOTH, mais d'autres partenaires comme l'ARS d'Île-de-France ou l'INRS avec qui on a travaillé, pour arriver en fin de compte à cette description de tous les éléments constitutifs de chacun des déplacements. Alors, ça nous apporte quoi, cette connaissance? Alors, qui n'est pas enseignée. En formation initiale, c'est un truc qui n'existe pas. Mais cette connaissance, en fin de compte, elle va nous permettre de répondre à une attente que l'on a tous, qui était partagée avec Florence, de faire cette fameuse évaluation des capacités. Donc là, c'est-à-dire que dans la démarche de soins, et on va comprendre après de prévention, eh bien, on va dire à nos personnels, à chaque fois que vous avez un déplacement à réaliser auprès d'un patient ou d'un résident, eh bien, vous allez faire une chose qui va s'appeler un soin, et ce soin, il va avoir la singularité de, pendant que je fais le soin, en même temps, je fais l'évaluation. Souvent, il y avait un écueil dans nos approches, c'est d'avoir une évaluation dans un premier temps, puis la réalisation du soin. Et là, le soignant, il nous dit une chose, j'ai pas le temps. Alors, on va se le faire rapide. Le temps, le soignant, il l'a. Là-dessus, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il a le temps, le soignant, si on remet l'acte, la tâche qu'il doit faire dans la dimension du soin. Si elle est remise dans le soin, il a toujours le temps de faire son soin. Et il va le prendre, son temps. Ça ne va pas être un souci. Il ne va pas nous le renvoyer. C'est-à-dire qu'il va donner une préférence, bien évidemment, aux soins, à la personne qui est prise en charge, plutôt qu'à sa propre santé. Alors ça, si on l'a compris, on se dit en même temps, on fait d'une pierre deux coups. Parce que ça veut dire que pendant que je fais cette évaluation, je fais en même temps mon déplacement, je vais valoriser, et là on va voir qu'on va réellement valoriser les capacités du résident, on ne va pas faire on-off, il fait ou il ne fait pas, et je fais tout pour lui, ou je ne fais rien pour lui. Donc là, on va vraiment dire à quel moment on va devoir l'assister, sur quel élément précis, avec quel équipement, s'il y a besoin, ou quel agencement on devoir faire, et ce qui fait que mon soignant va réellement prendre en charge mon résident ou son patient et va en faire son déplacement. Le bénéfice à la fin de ça, c'est qu'à un moment donné, quand je viens de vous parler de ça pendant une minute, il y a un mot qu'on a supprimé, c'est prévention des TMS. Ça veut dire que dans la démarche,
c'est intrinsèque. La prévention se fait de façon intrinsèque. C'est-à-dire que toute la construction du soin de manutention fait qu'à aucun moment, le soignant va être exposé à un port de charge qui va être délétère pour sa santé. À aucun moment, il va se retrouver dans une posture contraignante. Ce qui veut dire que mon soignant, indépendamment de ses capacités, okay, eh ben, il va pouvoir réaliser le soin. Et là, ça change tous les regards, que ça soit aussi bien pour la personne qui est prise en charge, parce qu'elle va contribuer dans sa réalisation de l'ensemble de ses déplacements. Et c'est là où, des fois, dans l'évaluation qui est faite des patients comme des résidents, on va faire une évaluation pour chaque déplacement. C'est-à-dire que je peux, par exemple, en tant que résident, être dans les capacités d'enchaîner tous les éléments qui constituent un roulement latéral, par exemple, et donc de pouvoir le faire seul, simplement peut-être avec un accompagnement ou une guidance verbale. A contrario, rehausser dans le lit, certains éléments peuvent être abolis et vont nécessiter une assistance, en fin de compte, du soignant. Mais ce qui veut dire que même pour la personne qui est prise en charge, à chaque fois qu'il y a un déplacement à faire, elle sait qu'on va la mettre dans les conditions de pouvoir le réaliser seule ou d'être accompagnée que sur les éléments qui sont abolis. Ce qui veut dire que c'est une Alors, vraie construction de soins, voilà, et ce n'est pas simplement une prise en charge globale par rapport à un déplacement. Voilà. alors, je vous entends, je vous connais un peu, je me mets à la place de ceux qui vous regardent et qui vous écoutent depuis 10 minutes et vous connaissent moins. Je me dis, ils pensent qu'ils ont un magicien en face d'eux, hein. C'est quoi ce garçon qui nous parle d'un dispositif qui fait qu'il n'y a plus de restriction d'aptitude et que quelqu'un qui peut plus du tout bouger et qu'on remonte dans son lit, que quelqu'un avec des restrictions d'aptitude peut quand même le faire, que quelqu'un qui ne peut pas se lever de son fauteuil, quelqu'un avec des restrictions d'aptitude va pouvoir le faire. Donc, hop, plus de restrictions d'aptitude, plus de licenciement pour inaptitude. Et je me dis, il est où le loup? Alors, Alors, est-ce que vous pourriez, de façon peut-être un petit peu plus illustrée par quelques exemples, montrer de quoi s'agit-il très concrètement sur une ou deux situations? alors, il n'y a pas de magie là-dessus, qu'on soit très clair. Hein, c'est bien une démarche, une construction d'ensemble, mais on pourrait légitimement. Hein, nous-mêmes, au départ, on n'y croyait pas, mais je répète, hein, merci au ETH. Parce qu'en fin de compte, un petit peu dans notre cahier des charges, quand on se voit souvent à la force de deux doigts, on dit que voilà, l'attente en tout cas qu'il y a en termes d'activité physique de la part de l'aidant ou du soignant, c'est deux doigts. Si les deux mains, ça en fait quatre, ça nous aide quand même un peu, mais que je vois pouvoir réaliser les déplacements simplement avec mes doigts. Cette exigence-là, mais c'est vrai que donc sans magie, ça veut dire une chose. Ça veut dire quand même que pour les directions d'établissement, s'il y en a, ou des RH, ou des directeurs de soins, ça veut dire qu'il y a un élément clé qui va être évidemment l'introduction que l'on va devoir faire d'outils, d'aide technique ou d'outils d'aide, il y a des définitions, mais on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, qui vont y contribuer. C'est vrai que l'assistance à apporter va nécessiter d'avoir des ressources, pas humaines, mais en termes d'aménagement, d'équipement ou de matériel. Oui, Ah, donc il faut quand même du matériel. C'est il pas une faut du démarche matériel. sans matériel. Exactement, il faut du matériel et en même temps, on a une certaine exigence cette fois-ci sur le matériel. Ok, un lève-malade, c'est pas égal à un lève-malade. Un lit, c'est pas égal à un lit. Donc, Un ce qui veut dire fauteuil, que c'est pas égal à un fauteuil. Ça, exactement, qui est l'élément souvent, ou l'exemple qui est le plus cité, on va dire quand même que globalement, on va dire que dans 90% des cas, dans les chambres, que ce soit d'un hôpital aujourd'hui ou d'un EHPAD, on peut prédire que le fauteuil, par exemple, ou les caractéristiques de ce fauteuil ne vont pas permettre, en fin de compte, aux résidents de pouvoir réaliser un déplacement qui s'appelle simplement se lever ou de s'asseoir, ou le redressement assis debout, ou l'abaissement debout assis, si on veut être un peu puriste. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que le fauteuil, dans sa conception, ne va pas permettre, en fin de compte, l'enchaînement de l'ensemble de ces éléments constitutifs. oui, mais Et ça, c'est donc, un bon exemple. Je vous arrête là-dessus parce que chez Florence Conangle, dans son EHPAD, peut-être que les résidents ont le droit de garder du mobilier qui vient de chez eux, pour pas être trop bouleversés et que bah, leur fauteuil, ils l'ont acheté du temps qu'ils étaient jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que là, on dit, bah, tant pis, là, on ne pourra pas les relever. Ou là, pour le coup, l'aide-soignante, elle va quand même devoir se faire mal au dos pour aider à se relever. alors on va dire qu'on va l'évaluer, son fauteuil. On va l'évaluer et peut-être que quand il va rentrer à l'EHPAD, il aura encore des capacités physiques qui vont lui permettre de se lever, de s'asseoir de son fauteuil. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure de la prise en charge et de la durée, ben, on va se rendre compte que là, le fait de retrouver un appui en extrémité de mes écoudoirs, les accoudoirs sont un peu courts et j'ai plus d'appui.
eh ben, font que simplement l'abolition de cet élément fait que je ne vais pas pouvoir me lever. Et donc là, il y aura sans aucun doute une discussion à avoir sur l'environnement et le choix du mobilier, aussi bien que le résident qu'avec sa famille, hein, comme l'a souligné Florence à juste titre. Hein. C'est vrai qu'il va falloir associer, en fin de compte, évidemment, tous ces acteurs autour de la prise en charge et d'expliciter cette fois-ci qu'est-ce qui ferait que peut-être un autre fauteuil va contribuer à maintenir cette autonomie au fait simplement de pouvoir se lever et de s'asseoir. On voit que cette discussion, si elle est abordée sous l'angle de la connaissance du déplacement et des capacités, on se rend compte d'une chose, c'est que les familles adhèrent. Elles adhèrent pourquoi? Est-ce qu'elles ont le même objectif par rapport à leurs proches? Elles ont envie qu'on maintienne le plus longtemps possible l'autonomie de leurs proches. Donc, ce qui veut dire qu'elles attendent aussi de nous de mettre à disposition un environnement, alors souvent de la chambre par exemple, pour rester simple, qui soit en fin de compte favorable à la réalisation des déplacements aussi bien au niveau du lit, aussi bien du fauteuil, aussi bien des salles d'eau, par exemple. Je veux dire, pareil, est-ce que ces salles d'eau vont contribuer au fait que mon résident puisse tenir simplement debout avec un maintien de l'équilibre devant un lavabo, que mon soignant va pouvoir aussi travailler à droite, à gauche et pouvoir réaliser son soin lui aussi avec une qualité de vie au travail qui soit satisfaisante. Donc on voit qu'il y a évidemment tout un environnement à penser, des outils, des critères de choix sur le mobilier, sur les outils d'aide qui vont devoir s'intégrer. On va avoir les mêmes thématiques récurrentes en EHPAD, par exemple sur l'utilisation du rail plafond, avec ses caractéristiques, de savoir en quoi ça peut être une plus-value, mais comment on va le montrer et l'expliciter aux résidents et aux familles. Qu'est-ce que ça compense? En quoi c'est de l'amélioration de la qualité des soins? En quoi c'est de la qualité dans les soins, de la sécurité dans les soins? Et là aussi, on est capable en même temps d'apporter ces éléments-là. Donc, c'est vrai que l'approche telle qu'elle est construite va interroger en même temps la prise en charge directe, le soin direct, la réalisation par les soignants, mais va aussi questionner un environnement qui est beaucoup plus large, qui va être l'environnement autour du résident ou du patient, et avec en même temps cette même méthodologie d'analyse. C'est-à-dire que la démarche qui est proposée, l'évaluation qui va en être faite, c'est toujours les mêmes critères d'évaluation qui peuvent être repris pour évaluer en même temps l'environnement. Et donc, si je comprends bien, on a un double effet qui se coule, c'est qu'à la fois, on a des soignants qui peuvent faire face à toutes les situations de manutention sans se faire mal au dos, ou si elles ont déjà mal au dos en gardant leur poste, mais on a aussi l'autonomie des personnes accompagnées ou soignées qui est préservée au maximum. C'est ça que vous dites, c'est que finalement, non seulement c'est la manutention sans que le soignant se fasse mal, mais c'est aussi une autonomie préservée, maintenue le plus possible chez les personnes qui sont soignées ou accompagnées. Tout à fait. On est 100% en raccord avec cet objectif en même temps voilà, d'autonomie, puis en même temps, on voit le regard aussi du patient et du résident qui change. C'est-à-dire que de l'accompagner dans le soin, et il se rend bien compte qu'il est accompagné dans son déplacement, on voit que son regard, là aussi, va changer. Mais le regard du soignant va aussi changer quand il va rentrer dans sa chambre. Okay, c'est de se dire que voilà, je ne suis pas là pour aller faire une tâche qui est pénible. Évidemment que quand je rentre en me disant je vais devoir porter, alors sans être dans les poids extrêmes, alors c'est vrai que par rapport à la proposition qui était transmise tout à l'heure par Florence, en fonction évidemment du poids des résidents, la démarche s'applique de la même façon, indépendamment du poids du résident. Après, c'est simplement les outils qui vont changer par rapport évidemment au déplacement à réaliser. Mais à la fin, c'est toujours, en fin de compte, mes deux doigts, que mon patient il fasse 130 kilos ou qu'il en fasse 50, entre guillemets, ça change. Mais ça change d'autant plus pour des personnes qui savent qu'elles sont un peu différentes. En gros, par exemple, les patients obèses. Alors, c'est vrai que pour nous, à l'hôpital, les patients obèses, c'est plus de 150 kilos. À moins de 150 kilos, entre guillemets, c'est pas un souci. 150, 200 kilos, c'est là où des fois les soignants vont questionner. Et pour autant, eh bien, on va travailler avec l'équipe soignante pour montrer que la prise en charge qui va être faite de ce patient, eh bien, va se faire de la même façon avec un ou deux soignants. Okay, c'est pas parce que mon patient il fait 200 kilos que je dois mettre 10 soignants autour de lui. Okay, donc là, et avec pareil, les capacités des soignants telles qu'ils sont présents avec l'équipe qui est présente. Par contre, et comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de magie. Okay, donc ce qui veut dire que là, on doit avoir un panel d'équipements. Okay, alors soit on a acheté, soit en location. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un travail en amont à faire, évidemment, de référencement pour permettre, en fin de compte, la prise en charge de ces personnes. Alors, certains diraient dignement ou ainsi de suite, mais c'est simplement, en fin de compte, leur permettre de réaliser ces déplacements au regard voilà, de leurs caractéristiques et d'une configuration qui est l'établissement qui les accueille. Voilà, donc c'est entre guillemets pas plus compliqué,
Ça demande un peu de travail d'anticipation, un peu de travail d'analyse, un peu de travail de formation, évidemment, de nos soignants qui ne sont pas formés avec cette approche-là, on va quand même être clair, hein. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un peu de reprise à faire, mais le bénéfice est largement présent. Oui. Alors, donc, j'entends quand même, il faut du matériel, il faut investir un peu dans le matériel, il faut former sérieusement, parce que c'est pas rien, hein, s'il faut revoir tous les actes de soins. Donc, l'avocat du diable qui est définitivement vissé dans mon oreille gauche dit, oh là là, mais ça coûte cher. Nous, on est des établissements qui n'ont pas forcément les moyens d'un groupe hospitalier comme le vôtre. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est compliqué, ça va coûter cher, c'est une grosse démarche, on n'a pas les reins solides, le temps de… Alors, on va dire que, bah, de nouveau, c'est un faux problème. Donc l'argent comme le temps, on l'a. Franchement, l'argent, c'est plutôt le discours d'une direction, le temps, plutôt le discours des soignants. Mais enfin, donc, les deux l'ont s'ils le souhaitent. Mais c'est surtout, c'est qu'on va pouvoir faire, et là, on remercie de nouveau l'INRS, une évaluation économique, et c'est ce que l'on fait depuis maintenant plus de 20 ans. Et on suit certaines démarches de prévention depuis plus de 10 ans sur le retour sur investissement, et donc sur une approche économique. Qui nous dit quoi? Et bien, en fin de compte, qui nous dit que si on rentre dans cette démarche, oui, on va avoir un retour sur investissement qui est très, très rapide. En, en quoi? Alors là, en évaluation, par exemple, on l'a fait sur un déplacement. Hein, pareil, donc on réduit les démarches de prévention à chaque fois à des déplacements à réaliser. Et donc, premier déplacement sur lequel on avait travaillé, qui était le rehaussement des patients dans le lit, parce que c'est là où on avait le plus d'accidents, hein, tout bêtement, donc a été travaillé en termes d'investissement. Investissement, donc là, l'outil qui avait été proposé en complément de toutes les fonctionnalités d'un lit, c'était une surface glissante, hein, donc un drap de glisse. Euh, pour rappel, à ce moment-là, donc le groupe hospitalier a investi plus de 20 000 euros de tapis de glisse, sachant qu'à l'époque, l'établissement était en déficit et avec un gros déficit. Et pour autant, on a pris le pari de faire cet investissement en nombre de draps, donc qui était très, très conséquent. Ça a permis quoi? Un retour sur investissement en quelques mois. Et le retour sur investissement, il s'est calculé sur quoi? Simplement la réduction du nombre de jours d'arrêt de travail. Attention sur l'indicateur, ce n'est pas tellement le nombre, la diminution des accidents du travail qui est important, mais c'est plutôt la diminution des du nombre arrêts. de jours d'arrêt. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un peu une antériorité un peu statistique. Mais si on l'a dans son établissement, on sait dans ce cas-là, voilà, quelle était la part. Pour nous, on était environ à 650 jours d'arrêt de travail liés au rehaussement des patients dans les lits. Et ça, on avait la donnée statistique sur plusieurs années antérieures. Ce qui nous a permis de mettre en place la démarche et la simple réduction, en fin de compte, de ces jours d'arrêt a contribué, en fin de compte, à avoir un retour sur investissement, donc sur la partie matérielle de façon très importante, mais aussi sur la partie formation. 10 ans après, le bénéfice net qu'on actualise tous les ans, validé par l'INRS, au bout de 10 ans, on a un bénéfice net cumulé, donc simplement sur cette réduction du coût des accidents, malgré toutes les dépenses associées, évidemment, entre autres sur la formation qui continue, bien sûr, hein, on est à un peu plus d'1,7 million de bénéfices nets actualisés. Alors, quand ces chiffres sont présentés tous les ans au conseil d'administration, c'est sûr que ça change le regard, même du conseil d'administration, sur la prévention. J'imagine. Voilà, ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui, dans la maturité, de pouvoir même aller jusqu'à financer cette fois-ci des démarches de prévention dont on sait qu'il n'y aura pas de retour sur investissement. Mais le retour d'investissement, on l'a sur d'autres démarches de prévention, et ce qui fait que, ben voilà, dans l'équilibre de l'établissement, eh bien oui, la prévention s'inscrit un peu dans les gènes, et comme étant plus vu comme une dépense, n'est pas ou comme un coût, mais plutôt au contraire comme une recette. Voilà, même si l'objectif de la prévention n'est pas forcément de faire du bénéfice, hein, ça pourrait se discuter moralement, mais en tout cas, ça permet de dépasser cette étape voilà, du coût et donc de se dire que, bah, OK, le coût, on investit, mais on sait automatiquement, alors si on sait, si on ne s'est pas trompé sur la démarche, mais on sait qu'économiquement, c'est rentable et qu'on aura un retour sur investissement simplement sur cet élément-là, vous voyez, que sur celui-là. Il y a bien d'autres bénéfices qu'on pourrait… Alors moi, j'ai quand même une question subsidiaire. Ça fait pas loin de 15 ans que je travaille au TH avec vous sur ces questions-là. Ça fait 5 ans que moi, je vous connais, que je vous entends dire, oui, mais les professionnels de soins ne sont pas formés à ce soin de manutention. Et donc, alors qu'en vous entendant, tout le monde se dit, mais enfin, c'est évident. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les professionnels de soins ne sont toujours pas formés à cette approche du soin de manutention? C'est pourtant, en vous écoutant, je vous trouve plutôt convaincant. Donc, c'est quoi? Vous n'avez pas le 06 du ministre?
Ça doit être ça. Pourtant, on est souvent visité à Saint-Joseph, ministre ou président ou femme du président. Il y a pourtant du monde qui vient nous rendre visite, mais bon, visiblement, on ne doit pas être assez convaincant sur le sujet. Alors, en même temps, il y a quand même à prendre en ligne de compte une chose, c'est que cette démarche, elle est quand même exigeante. Elle est Ah, exigeante dans le sens de formation et de contenu de formation et de connaissances à apporter. C'est vrai que la connaissance des déplacements et des éléments constitutifs du déplacement, alors ce n'est pas non plus un catalogue à la Prévert, mais ça veut dire quand même que c'est des connaissances à apprendre dans un premier temps, en tout cas moins pour les étudiants, même pour nos professionnels que l'on forme, s'ils ne le connaissent pas du tout. Donc il y a quand même une exigence, un peu de connaissance. On a envie de dire, on est dans le soin, ça paraîtrait assez normal, ce que disait Florence préalablement, que nos professionnels soient des professionnels et qu'ils aient une formation, voilà, et qui montrent bien en quoi ce sont des professionnels. Donc, on aura envie de se dire, voilà, pourquoi ça bloque? Alors, en même temps, si on veut rentrer un peu dans le sujet, c'est vrai qu'on a des personnes, voilà, même au niveau du ministère, par exemple, qui sont aussi souvent très d'anciens soignants, avec en même temps une approche, voilà, et pendant tout leur parcours professionnel, ils ont appris le soin. Pour ma part, je suis aussi de formation initiale, je suis infirmier. Voilà, quand j'ai exercé, que j'étais à l'IFSI, on ne m'a pas appris cette démarche-là, on m'a appris à comment porter les patients. Et puis dans ma pratique, c'est ce que j'ai fait aussi, mais juste derrière. Donc on voit que culturellement, pour le moment, toutes les personnes qui seraient peut-être en charge de décision, voilà, n'ont pas peut-être hmm. cette Et écoute il faut du temps, quoi. Et il faut du temps. parce que eux-mêmes, ça renvoie à une modification. Alors, dire que la meilleure écoute, on l'a au contraire des personnes qui ne sont pas du tout du secteur, voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'avec OETH, l'écoute s'est faite très rapidement. L'ARS aussi, ça c'est en tout cas d'Île-de-France, c'est fait aussi, voire même aujourd'hui, Carole Gaillet, voilà, qui est un peu le relais sur l'INRS pour porter cette question, œuvre au niveau européen, au niveau de l'OCHA, au niveau Europe, œuvre au niveau même à l'international, par exemple au niveau de l'Alsace ou le Canada. Donc, on voit que voilà, ces personnes qui n'ont pas forcément notre culture déjà, soignante, c'est une culture qui est particulière, la France, quand même, par rapport à la manutention des patients. On a quand même des singularités voilà, qu'on ne retrouve pas dans le reste du monde. Ça veut dire que dès qu'on s'ouvre un peu à l'extérieur, forcément, on a un peu plus d'écoute, des gens qui partagent, voire même cette approche. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, alors peut-être que ce webinaire, on y compte, voilà, sur le rayonnement de ETH, en même temps pour nous aider à faire de nouveau passer ce message, à faire peut-être bouger des lignes. On a aussi quelques entrées peut-être nouvelles voilà, sur le ministère de la Santé pour le partager, parce qu'on a quand même ce recul qui nous dit que voilà, c'est pas une démarche là, qui sort du chapeau aujourd'hui, ça fait quand même plus de 20 Oui. ans qu'on est dessus et accompagné à chaque fois avec des partenaires. Donc on aura envie de se dire que oui, il y a une certaine maturité qui fait que peut-être aujourd'hui, voilà, on est peut-être plus facilement euh, euh, possiblement voilà, transparent et puis peut-être mature sur le fait de nous écouter peut-être un petit peu différemment aujourd'hui. Ok. Alors, Florence, j'ai demandé à Jean-Philippe tout à l'heure de réagir sur la démarche ERA Pro. Pareil pour vous, comment vous entendez? Vous avez une culture soignante. Est-ce que vous aussi vous dites, ah, mais pourquoi on m'a rien appris? Est-ce qu'au contraire, vous avez intégré un peu ces éléments? Quel lien vous faites avec les démarches que vous développez? Alors, pour moi, on est très complémentaires ou très englobants dans nos deux approches, sachant que Jean-Philippe, effectivement, fait un zoom particulier sur la mobilité, je reviens, ou la mobilisation, je reviens sur le fait que c'est un des points centraux. Et du coup, c'est pas du tout incompatible. Pour moi, l'un peut être Bien sûr. intégré à l'autre. Après, effectivement, partant du principe, on peut considérer que des RPS peuvent être génératrices aussi de TMS. C'est vrai que nous, on a élargi un petit peu à l'ensemble des temps d'accompagnement, puisque la conséquence peut être l'accident, la problématique de dos, mais qui aura été générée par rapport à d'autres aspects psychosociaux. Oui, c'est ça. Vous Après, avez une approche des risques et des situations beaucoup plus large que la manutention et donc les TMS à proprement parler, bien sûr. complètement. Après, ça me fait forcément écho au mouvement naturel du corps. Quand on entend le fait de disséquer des temps de mobilisation pour comprendre le mouvement naturel, ça me fait un petit peu écho à ça et j'adhère évidemment à 100%, avec la notion quand même du refus du soin. C'est qu'effectivement, enfin voilà, je pense qu'il faudra en parler de manière beaucoup plus longue, mais quand on est dans le refus d'une mobilisation avec des gens qui peuvent avoir des atteintes cognitives Hmm. notamment et qui vont être à contresens du soutien du mouvement naturel du corps, c'est là où effectivement, quid, j'allais dire, ou quelle clé à pouvoir avoir. Mais après, alors peut-être Jean-Philippe pourra rebondir, mais après, moi, ce que j'apprécie dans cette approche, c'est que ça matérialise la notion de la relation de soins gagnant-gagnant.
c'est que Jean-Philippe a bien mis en valeur le fait que l'idée, c'est de maintenir l'autonomie de la personne accompagnée en maintenant l'autonomie de la personne à son travail. Et ça, je trouve que c'est toute la philosophie de la relation de soins qui est la thématique justement de cette matinée où on est dans une démarche gagnant-gagnant. Et je crois que si on peut avoir cette vision partagée, ben, on n'en sera qu'au bien-être de l'ensemble des acteurs finalement qui sont dans cette relation. Jean-Philippe, en un mot, le refus de soins vient en effet entraver une démarche comme celle du soin de manutention. Alors, le soin de manutention pourrait peut-être être aussi une approche à proposer pour lever ces refus de soins. On entendait en même temps toute la partie troubles cognitifs ou même maladie mentale. Alors ça, on l'a expérimenté, cette démarche, avec une grosse association francilienne qui s'appelle les Jours Heureux, où là, ils avaient cette problématique, vu qu'ils n'accueillent en fin de compte que des résidents, principalement parce que vieillissants, présentant donc des pathologies mentales ou des maladies mentales. Donc là, par exemple, le trisomique 21, pour être clair, voilà, et qui va arriver à 70 ans avec un surpoids, et il reste en même temps aussi avec sa maladie mentale. Et donc là, ça a été de travailler avec eux sur comment aborder cette fois-ci le soin de manutention en prenant en compte cette dimension. Donc, le soin de manutention peut aussi voilà, s'enrichir en plus de son axe manutention, voilà, on a décrit précédemment, mais de l'intégrer cette fois-ci dans sa relation de soins, tel que ça a été dit par Florence, en intégrant cet élément. Et ça, on l'a testé voilà, avec cette association qui avait formé une vingtaine de référents pour accompagner cette fois-ci, en nous disant, pareil, on veut une formation un peu plus ciblée du fait de cette singularité. Voilà, nos résidents, ils ne sont pas un petit peu comme tout le monde, ils sont vieillissants comme là, beaucoup de résidents, mais en même temps avec d'autres singularités. Donc on voit que le refus de soins pareil peut se travailler aussi, on l'a très souvent sur des prises en charge ou l'intégration de l'outil. Nous, ce qu'on nous fait remonter souvent en pratique avec nos stagiaires, c'est par exemple tous les résidents ou les familles qui refusent par exemple l'utilisation du rail plafond. Hmm. Non, voilà, moi, votre truc, là, on n'en veut pas du tout, là. Ce palan, là, il est pas là pour mon proche et j'en veux pas. Et bien là, pareil, on va le travailler cette fois-ci avec le résident ou les familles en montrant en quoi cet outil, en fin de compte, n'est pas un palan pour déplacer une charge. Au contraire, c'est la garantie d'avoir un soin de qualité, de sécurité, mais on est en capacité de dire pourquoi. Qu'est-ce qu'on compense? Voilà, ce qui serait insécure et maltraitant presque, c'est de mettre votre proche debout pour voir s'il tient debout. Voilà, et on sait que souvent dans la pratique un peu soignante en France, c'est quand même un petit peu ça. Si on veut évaluer le fait qu'un patient ou résident tienne debout, on le met debout. On va le faire avant. On va peut-être le faire dans le lit, puis on va peut-être voir tout de suite si déjà mon résident tient debout. S'il ne tient pas debout, ce n'est pas la peine, dans ce cas-là, d'essayer de le mettre en position debout pour voir s'il tient debout. Et donc, Jean-Philippe, dans ce cas-là, peut-être que je vous cet outil ne interromps. sera pas le plus adapté. Voilà. Je suis désolé, je vous interromps parce que le temps passe et on a encore deux, trois trucs à se dire. On ne voit pas passer le temps avec vous deux. Euh, Concrètement, Florence, ERAPRO, si ERAPRO a fait des émules parmi les participants de ce webinaire, est-ce qu'aujourd'hui, la démarche ERAPRO est déployable ou pas encore? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, à ceux qui nous regardent sur la démarche ERAPRO? Alors, grâce à 21 Croix-Rouge au TH Nexem, en fait, on passe dans une deuxième phase expérimentale pour déployer dans deux autres établissements de la Croix-Rouge, en l'occurrence, sur le premier semestre 2024, la démarche ERAPRO, pour qu'on puisse finalement être dans l'amélioration du confinage de l'outil. De manière opérationnelle, en septembre 2024, il pourrait y avoir un déploiement national de la Ok. démarche. Donc, on est encore en phase expérimentation, c'est passé. Maintenant, on est dans un déploiement qui, en effet, est accompagné dans le cadre du programme d'innovation sociale soutenu par OETH avec l'accélérateur 21. Et septembre 2024, l'idée, c'est que ça puisse être accessible plus largement. OK. Tout à Même, fait. même question à vous, Jean-Philippe. Si ceux qui nous regardent veulent s'inscrire dans la démarche de soins de manutention, comment ça marche? Comment ça marche? On peut aller sur le site internet du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Et voilà, il y a une offre de formation. Alors, même si on n'est pas à vocation d'être un organisme de formation, tel que vous l'avez rappelé, je suis en charge d'un département de prévention pour l'établissement. Néanmoins, on fait quelques prestations de formation de niveau, des formations de référents prévention et des formations aussi ouvertes, donc de 13 jours, et des formations ouvertes pour des décideurs, cette fois-ci de 5 jours, pour permettre aux directions, en fin de compte, de prendre la mesure en même temps de cette démarche et en même temps d'apporter des connaissances. Et le point fort peut-être de cette formation, c'est aussi d'éprouver par soi-même
par des mises en situation pratiques, cette fois-ci, l'ensemble des déplacements à réaliser, voilà, en tant qu'aussi bien de soignants que de patients. Et c'est sûr que quand on éprouve par soi-même ce soin de manutention, on se rend compte que voilà, c'est pas un tour de passe-passe, il n'y a pas de magie, que moi-même, en tant que directeur, je peux aussi réaliser le déplacement, voilà, sans être exposé. Voilà. Forcément, le directeur a une autre écoute. Voilà, donc c'est les offres qui sont possibles. Et puis, dernier point quand même, cette partie, en tout cas, de démarche est reprise, hein, pour partie, mais reprise dans les formations dispensées par l'INRS au niveau des formations PRAP, hein, voilà, dans l'ajout qui a été fait, qui s'appelle accompagner la mobilité, voilà, où on retrouve voilà, quelques éléments en même temps de cette démarche sur le soin de manutention. J'évoquais tout à l'heure une question d'un Cap emploi. Il y avait pas mal de Cap emploi qui étaient inscrits à ce webinaire ce matin. Ça veut dire que les acteurs du maintien, que sont les Cap emploi, qui peuvent venir faire dans une situation de maintien des études de poste, ils peuvent aussi solliciter, ou comment c'est un recours possible? Alors nous, on ne fait aucune prestation de là, par contre, auprès des établissements, hein. Ce n'est pas du tout notre vocation, hein. Il y a des cabinets voilà, pour ou des organismes de formation, donc ça, on ne fait pas. Voilà, la seule chose que l'on transmet, ça pourrait être voilà, simplement ce temps de formation pour s'approprier un petit peu la démarche et la découvrir, mais ensuite, on ne fait aucune formation en intra dans des établissements, par exemple, ou aucune prestation de conseil directement au sein des établissements. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre vocation. Voilà, là, il y a d'autres personnes qui doivent pouvoir prendre le relais pour aller faire ces prestations. Très bien. Écoutez, c'est parfait. On est copieusement frustrés par tous ces échanges que nous n'avons pas eu le temps de développer parce qu'évidemment, il y a énormément de questions à partager autour de ces sujets, mais c'est le propre de ces webinaires. Donc, on va s'en satisfaire. Il me reste quelques minutes pour rappeler que le webinaire sera accessible en replay sur le site OETH dans la rubrique ressources utiles, qu'il y aura également une foire aux questions pour les questions auxquelles nous n'aurions pas donné de réponse. Donc tout ça, vous retrouvez sur le site de OETH dans la rubrique ressources utiles. Euh, Sachez également qu'OETH lance aujourd'hui son guide des aides, voilà l'outil absolument incontournable pour ne plus rien ignorer de toutes les aides d'OETH, un outil qu'on a voulu le plus pédagogique, le plus accompagnant possible, à la fois pour les établissements qui relèvent de l'accord OETH, mais aussi pour les équipes des Cap Emploi qui régulièrement sont sur le terrain des établissements qui relèvent de l'accord et font le lien avec nos aides. Donc le guide, il est sorti, il est lui aussi disponible sur le site internet de OETH, site sur lequel, de toute façon, vous le savez maintenant, vous retrouvez beaucoup de ressources nécessaires au maintien, mais aussi à l'intégration de salariés en situation de handicap. Il me reste à vous remercier, Florence et Jean-Philippe, pour votre participation ce matin, remercier Maude pour la vélotypie, les équipes d'OTH qui ont permis de réaliser ce webinaire et l'ensemble des participants. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous OTH et bonne semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup.